Le trailer est disponible et mon dieu, qu'est-ce que c'était puissant et qu'est-ce que c'était violent. J'ai charbonné toute la soirée pour vous proposer une analyse à chaud avec mes premières impressions et mes idées principales, et après une bonne nuit de sommeil et de longues discussions avec vous dans les commentaires et sur Discord, j'ai décidé de revenir en vidéo sur ce trailer bien plus en profondeur. J'ai ciblé des éléments qui ressortent très souvent dans les conversations. La plupart n'ont pas été abordés dans ma première review, voyez donc cette vidéo comme une analyse complémentaire avec l'accent mis sur 5 moments que je juge très importants. On va aller un petit peu plus loin que d'habitude dans la réflexion à travers ces 5 faits les plus marquants. Mon but n'est pas non plus de tout dire, ni de rectifier ce que les autres ont dit ou ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, je souhaite seulement approfondir ici vos idées, les miennes aussi, mais également les remarques des autres vidéastes, tout en apportant mon regard là-dessus. Ready? Allez go, c'est parti! Le début du trailer est glaçant, et je suis sûr qu'on était tous vraiment pas bien du tout en voyant Arya dans cette position. Apeurée et essoufflée après sans doute une course-poursuite ou un long combat, que s'est-il passé autour d'Arya? J'avais avancé l'hypothèse qu'elle était dans les couloirs de Winterfell, ceci me paraît être le plus logique, compte tenu du fait que cette bande-annonce s'articule autour de Winterfell, du sens du sacrifice, mais aussi du fait de combattre les morts. Pourtant, j'ai lu à plusieurs reprises qu'Arya pourrait être dans les couloirs du Donjon Rouge à Port-Réal et qu'elle cherche à fuir les gardes ou la montagne après avoir assassiné Cersei Lannister. Cette théorie est quand même très séduisante, mais je reste sur ma première idée, Arya se cache dans les couloirs de Winterfell en fuyant les marcheurs blancs. Ceci fait écho avec les scènes de Varys dans la crypte de Winterfell, mais aussi avec la scène de Davos sur les remparts. Autre élément concernant Arya, et là vous avez justement très bien remarqué cela, on peut clairement voir qu'elle possède une sorte de petite lance en verre dragon. Là aussi, c'est un élément supplémentaire pour valider le fait qu'elle est bien à Winterfell et qu'elle fuit donc les marcheurs blancs ou peut-être des spectres. Ou alors, le roi de la nuit et son armée sont arrivés à la capitale, ce qui valide plus ou moins l'explication comme quoi Arya est dans le Donjon Rouge. Enfin, dernier fait important sur lequel je voulais revenir, les quelques phrases dites par Arya. Je cite « Je connais la mort, elle a bien des visages, j'ai attendu avec impatience de voir celui-ci. » Et vous êtes étrangement beaucoup à avoir marqué l'arrêt sur cette séquence. Mais de qui peut bien parler Arya en parlant du visage de la mort? Pour moi c'est évident, elle parle seulement des marcheurs blancs. Arya a été bercée elle aussi par les contes et légendes racontés par la vieille Nan durant son enfance. Cette dernière parlait très souvent des temps anciens et des créatures malveillantes qui habitaient le monde. Arya tient dans sa main du ver dragon, et il est évident qu'elle parle des marcheurs blancs. N'oubliez quand même pas que la mort est le symbole des marcheurs blancs, que ces derniers vénèrent un dieu nommé le Grand Autre, et que cette divinité s'oppose à la lumière de R'hllor. On a donc une opposition des ténèbres avec le Grand Autre face à la lumière du dieu rouge R'hllor. Avec les Sans-Visages, Arya a côtoyé de près le dieu multiface, c'est-à-dire la mort, mais elle n'a jamais vraiment vu le visage même de la mort, c'est-à-dire le roi de la nuit et ses sbires qui répandent la mort en avançant sur les terres de l'éternel hiver et désormais sur les terres du nord. Après oui, il reste encore beaucoup de noms sur la liste d'Arya, mais je doute que cette citation sur le visage de la mort concerne l'un des membres de cette liste. Bref, affaire à suivre, mais je suis quasiment sûr que dans cette séquence, on a affaire à Arya qui fuit les marcheurs blancs et qui juste avant parle des légendes entourant la mort symbolisée par ce qu'on appelle les autres. La courte séquence mettant en scène les 3 personnages a donné lieu à de nombreuses spéculations. J'ai entendu dire qu'ils étaient dans des cavernes sous le mur, chose que je trouve assez peu probable pour moi, étant donné qu'on voit une belle architecture qui semble plus ou moins indiquer qu'on est dans un château. De même, je ne vois pas trop l'utilité pour les personnages de passer dans un tunnel comme ça sous le mur. On m'a soufflé également à l'oreille que ça pourrait être le tunnel emprunté par Bran et sa compagnie à la fin de la saison 3 pour passer de l'autre côté du mur, mais là aussi, je trouve ça assez peu probable, étant donné que ça n'a aucun sens de voir Beric et Tormund passer de l'autre côté ou descendre du mur pour ressortir à travers ce tunnel dans le nord. En revanche, l'hypothèse développée par Captain Popcorn dans son analyse m'a vraiment beaucoup séduite. Selon lui, il peut s'agir du château des Castark ou celui des Ombres, une théorie qui fait vraiment tout à fait sens. Beric et Tormund étant bien en vie, en même temps il suffisait juste de bien voir la fin de la saison 7 pour se rendre compte qu'ils étaient en vie, mais il est quand même intéressant de souligner qu'Ed est avec eux. Cette évidence sous-entend donc que le mur n'a plus de garde de nuit, et que la garnison descend vers le sud en direction de Winterfell. Je ne serais pas étonné qu'ils découvrent en route un château abandonné et sans vie,
ou alors avec un seul survivant qu'ils retrouveraient sur place. Le survivant leur raconterait vraiment l'horreur de la scène. Les marcheurs blancs ont déboulé dans le château, ils ont tué tout le monde avant d'ajouter ces nouvelles victimes à leur armée et de partir en direction du sud. Cette scène racontée par ce survivant ferait froid dans le dos puisque le survivant serait sans doute apeuré, et on aurait Beric, Tormund et Ed qui, éclairés à la lumière de l'épée de Beric, déambuleraient dans les couloirs de ce château où suinte la mort. J'ai même envie de dire qu'avec l'éventualité d'une telle scène, ça me fait beaucoup penser à la communauté de l'anneau de Tolkien et des films de Peter Jackson, où on voit la communauté déambuler dans les cavités abandonnées de la Moria, éclairée par la lumière magique de Gandalf. Bon, bien sûr ici, la lumière magique, c'est l'épée de Beric. Un joli parallèle avec le monde de Tolkien qui fait sens à la lumière des explications avancées par Sylvain et celles que je viens d'apporter en complément. Les images de Cersei ont beaucoup fait parler d'elle. Sur la première image, je disais qu'elle semblait rassurée aux côtés de Qyburn, et c'est logique, vous me direz, puisqu'elle voit au loin sans doute la Compagnie Dorée et Euron Greyjoy arriver en renfort à la capitale. Cersei se sent isolée, mais pas encore totalement perdue, ce qui correspond à ce soulagement qu'on peut lire sur son visage. Cette première image devrait intervenir assez tôt dans l'épisode 1 selon moi, histoire de replanter le contexte autour du personnage et de montrer son évolution, ou au contraire sa régression sur le plan psychologique. Puis vient la deuxième séquence qui, cette fois-ci, a vraiment déchaîné les foules sur ma première vidéo et même j'ai envie de dire sur internet. Je disais qu'elle paraissait contente avec son regard fourbe, mais à juste titre, vous avez noté qu'elle semblait plutôt au bord des larmes. Mais que se passe-t-il dans la tête de Cersei dans cette séquence du vin? Vient-elle d'apprendre la chute de Winterfell et possiblement avec la mort de Jaime Lannister? Cette éventualité est on ne peut plus envisageable vu la liaison entretenue entre les deux jumeaux, mais j'avoue que je suis quand même assez partagé, car Cersei semble osciller entre joie et pleurs sur cette séquence. On dirait qu'elle est satisfaite de la situation, mais que d'un autre côté, elle est à deux doigts de fondre en larmes. Est-ce la fameuse fin douce amère réservée à son personnage? Est-elle contente d'apprendre la chute de Winterfell, mais triste en envisageant la mort de son frère? Beaucoup de questions qui restent sans réponse, mais je remarque quand même qu'elle nous fait son regard assez particulier, alliant à la fois satisfaction et tristesse, un peu comme elle l'avait fait lors du final de la saison 6, où elle regardait au loin le sceptre de Baelor exploser. N'oubliez pas avant tout que c'est une manipulatrice, et qu'elle peut très bien cacher ses émotions. Une reine qui pleure, c'est une reine faible, et ça, Cersei Lannister, la lionne, ne veut surtout pas passer pour une femme faible. Du coup, cette séquence est assez intéressante et même intrigante, puisqu'on dirait à la fois qu'elle est triste mais joyeuse. Peut-être qu'elle est en train tout simplement de lâcher ses nerfs et de lâcher la pression, un petit peu comme si on était un enterrement et des fois on éclate de rire en enterrement parce que tout simplement la pression retombe. Est-ce que Cersei est en train de relâcher la pression après une bonne ou une mauvaise nouvelle? De même, le rôle du vin est suffisamment important pour qu'on s'arrête dessus avec attention. Il est déconseillé de boire de l'alcool lorsqu'on est une femme enceinte, et ça vous avez été très nombreux à remarquer que Cersei faisait justement cette fameuse remarque dans la saison 7. Elle qui boit toujours du vin depuis le début de la série, voilà qu'elle replonge ses lèvres dans ce doux parfum fruité. Mais pourquoi fait-elle cela? Est-elle consciente que le fait de boire du vin risque d'endommager ou de tuer son enfant? Peut-on déjà envisager qu'elle a plus ou moins perdu son enfant et donc qu'elle ne se reprive plus de reboire de l'alcool? Ou alors elle n'a plus rien à perdre et elle s'en fiche complètement de la vie de son enfant? Complot oblige, est-elle vraiment enceinte dans la saison 7? Voilà ce qui revient sans cesse dans les discussions autour de cette histoire de vin, mais je veux vous faire part d'une autre éventualité. Dans la saga, d'une manière générale, il existe des antidotes et poisons pour avorter lorsqu'on ne désire pas avoir d'enfant. Je vois donc très bien Cersei décider de boire du poison, se tuant par la même occasion avec son enfant. N'oubliez quand même pas qu'elle préfère plutôt mourir que de se rendre, et rappelez-vous qu'elle était à deux doigts de s'empoisonner avec son fils Tommen sur le trône de fer à la fin de la saison 2, alors que Stannis était en train de gagner la bataille. Cersei est prête à tout pour éviter une mort violente, et à mon humble avis, la faire mourir d'une manière douce avec du vin empoisonné trancherait avec la mort qu'on s'imagine tous pour elle. On serait dans un départ doux et amer pour elle, son ultime adieu. Toute cette mécanique d'explication tend donc vers une validation du fait que Cersei est folle et que l'éventualité de sa propre mort lui fait perdre tous ses repères et sa sensibilité. Je ne vous le cache pas plus longtemps, mais la grande nouveauté de ce trailer est bien entendu l'introduction de la Compagnie Dorée et de son capitaine emblématique, j'ai nommé Harry Strickland en anglais. Sur un plan directement issu du navire amiral d'Euron Greyjoy, on peut y voir Harry de dos avec sa magnifique armure dorée. Les soldats lui font face,
et on dirait qu'il contemple son œuvre avec joie et satisfaction. Il faut dire que pour la Compagnie Dorée, débarquer à Westeros dans la capitale du royaume est la quête ultime pour eux, et encore plus lorsqu'ils se rapprochent du trône de fer. Si vous ne connaissez pas très bien la Compagnie Dorée, son histoire et son rôle à travers le passé, je vous encourage à regarder ma vidéo consacrée justement à eux, le lien sera justement en description si jamais. Mais pour faire bref, la Compagnie Dorée a été fondée par un membre de la famille Feu Noir, ou Blackfyre en anglais. Il s'agit d'une famille de bâtards Targaryens qui ont été légitimés par décret royal par le roi Aegon IV l'Indigne. Ils ont animé l'histoire de Westeros et d'Essos à travers pas moins de 5 rébellions, et ils ont un rôle très important dans les livres, mais aussi d'une manière générale dans le passé de l'histoire de la série. Enfin, le capitaine fondateur de la Compagnie Dorée maniait l'épée ancestrale Feu Noir, et cette épée en acier valyrien appartenait à Aegon Ier Targaryen le Conquérant, et elle se transmettait de capitaine en capitaine avant de disparaître dans l'histoire. L'épée ancestrale des Targaryens fera-t-elle son apparition dans cette ultime saison avec justement Harry Strickland? C'est très difficile à dire, car j'ai essayé de zoomer sur l'épée de Strickland, et j'ai plus ou moins du mal à imaginer qu'il s'agit bien de l'épée Feu Noir. Le style de l'épée fait beaucoup plus penser aux armes maniées sur Essos. Certes, la série a pas mal occulté le rôle de la Compagnie Dorée, il est aussi fort à parier que la Compagnie Dorée ne sera peut-être pas forcément comme elle l'est dans les livres, mais les faire arriver en fin de série me paraît être un choix vraiment judicieux. Dans la saison 7, on nous promettait 20 000 hommes, cavaliers et des éléphants de guerre. J'ai quand même eu plusieurs retours me disant que c'était dommage de ne pas montrer ces fameux éléphants de guerre. Soyons logiques, il y aura forcément des éléphants, c'est obligé, mais ils ne devraient pas être montrés en vidéo. Pour moi la raison est simple, ils veulent juste nous garder de la surprise, c'est logique. De même, ne vous attendez quand même pas à des éléphants de 20 mètres de haut comme dans le Seigneur des Anneaux, on reste dans Game of Thrones, un univers médiéval réaliste teinté de fantasy et non l'inverse. J'ai vraiment hâte de voir la Compagnie Dorée à l'œuvre, d'entendre la voix d'Harry Strickland pour la première fois, de voir son visage, son skill au combat, bref, je veux en voir le plus possible sur la Compagnie Dorée, et j'espère qu'ils seront à la hauteur des espoirs que je place en eux. Il faut absolument un psychopathe après Joffrey et Ramsay, et il faut un fou furieux, et je pense que ça sera peut-être Harry Strickland. J'avoue que pour Euron, on repassera concernant le côté fou furieux, hein. Alors oui, je vous l'avoue, il fallait vraiment faire une pause pour s'en rendre compte, et pour ma part je n'avais pas fait pause, donc je ne l'avais pas du tout vu, mais effectivement, Jorah Mormont semble avoir avec lui l'épée Corvenin en acier valyrien. La fameuse épée ancestrale de la famille Tarly maniée par Jorah Mormont. Mais comment cela se fait-il? Déjà, Sam Tarly n'est pas du tout un combattant, et il est fort à parier qu'il préférera rester auprès de Gilly pour la protéger avec Petit Sam, mais aussi auprès peut-être de Bran Stark pour lui servir de garde rapproché. Du coup, l'épée de sa famille ne lui servira à rien, et à mon sens, il a préféré tout simplement la donner à Sir Jorah. L'épée en acier valyrien étant une denrée rare, il est tout à fait normal que Jorah hérite de cette épée, vu qu'il est l'un des meilleurs bretteurs de la série. En plus, j'imagine bien Sam Tarly donner cette épée au fils de son ancien Lord Commandant en gage d'hommage pour le défunt Jeor Mormont. Ce serait là un superbe clin d'œil à l'ours du mur et à son fils Jorah le paria. Il est donc fort à parier que Jorah maniera l'épée des Tarly lors de l'ultime bataille entre les hommes et les morts. Ou alors, on peut envisager une toute autre possibilité, et Jorah manie cette épée pour la simple et bonne raison que Sam est décédé. Mais là, je n'ai pas trop envie d'y penser. Voilà les 5 grands moments sur lesquels je voulais absolument revenir avec vous en vidéo. Je pense qu'on a plus ou moins à présent fait le tour du trailer, de ses secrets, de nos impressions et de nos diverses théories à en tirer. Bien entendu, je suis sûr qu'on peut encore creuser sur plusieurs vidéos, mais je pense que ça fera l'objet de théories bien plus ciblées, qui viendront dans un futur plus ou moins proche. Et vous, quel est votre avis sur ces 5 faits marquants? Comme d'habitude, je me délecterai de la lecture de vos retours en commentaire avec grande attention. Merci beaucoup pour votre bienveillance lors de la dernière vidéo, et merci à vous aussi d'être resté jusqu'au bout, et à la prochaine, salut!